Bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernière émission d'Option Région pour 2018. Pour cette émission, on va parler de l'American Dream. Vous savez, présentement aux États-Unis, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, puis je pense que c'est important de savoir d'où ça vient, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et on va parler dans un deuxième temps d'un livre que j'ai bien aimé, un livre de Michel Onfray qui s'intitule « Décoloniser les provinces ». On parle maintenant de l'American Dream, le rêve américain. On parle de la démocratie aux États-Unis parce que le pays qui est supposé être la plus grande démocratie au monde, là, on peut se poser bien des questions là-dessus. Chaque jour, le président des États-Unis, Donald Trump, ajoute une nouvelle couche de mensonges sur une montagne qui est déjà passablement haute, là. On dit entre autres là, que, d'après les experts qui ont analysé tout ce qu'il a dit, c'est qu'après 2 ans au pouvoir, il aurait dépassé les 3000 mensonges. Ça veut dire que ce gars-là compte en moyenne 4-5 menteries par jour. C'est quand même assez extraordinaire. On vient d'avoir récemment un exemple assez probant de tout ça, qui dit n'importe quoi puis son contraire. C'est l'histoire du meurtre, même de la torture, du découpage d'un journaliste américain, M. Khashoggi, qui était tué dans l'ambassade de l'Arabie saoudite. On a vu tout son contraire dans cette histoire-là. Au début, Donald Trump nous dit que le futur héritier du pouvoir en Arabie saoudite n'est certainement pas mêlé à ça parce que là, il le connaît, c'est un de ses amis, puis c'est pas le genre de gars qui fait ça, il ne fait pas tuer du monde de même, ben non, c'est un bon gars. Puis, il nous dit que si jamais c'était le cas, qu'il y aurait des sanctions terribles contre l'Arabie saoudite, là, que lui, jamais qu'il accepterait ça. Un peu plus tard, on pourrait dire même quelques heures plus tard, là, finalement, il finit par nous dire qu'il avait parlé au prince, puis que là, le prince lui a dit que ils n'ont pas d'affaire là-dedans. Le journaliste, il est sorti de l'ambassade, ça fait qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Encore quelques heures plus tard, on finit par savoir que, finalement, il n'est pas sorti. Puis il est mort, puis là, on dit même qu'il a été torturé, puis on dit même qu'il a été découpé en morceaux. Et là, Donald, il dit que, dans le fond, le prince lui a dit que, malheureusement, c'est vrai qu'il a été tué dans l'ambassade, mais que lui, il n'a pas d'affaire là-dedans. C'est des méchantes personnes qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, qui ont pris l'initiative elles-mêmes de tuer ce gars-là, puis que lui, il n'aurait pas accepté ça. Un peu plus tard, on finit par apprendre, entre autres par la CIA, que le prince, c'est lui qui a ordonné ça. C'est lui qui a fait tuer, torturer. Et là, notre ami Donald, il dit que oui, la CIA a des preuves de ça, mais que lui, il n'est pas sûr quand même. Il ne veut pas écouter la transmission audio qu'on entend, le gars qui se fait torturer. Puis là, lui, il dit que c'est trop terrible d'entendre ça. Il n'aime autant pas écouter ça. Mais le pire dans ça, c'est qu'il nous dit, de toute façon, là, même si le prince était celui qui l'avait fait tuer, moi, ça ne me dérange pas, parce que, de toute façon, là, du monde qui tue du monde, il y en a en masse sur la planète. Des pays qui torturent, il y en a en masse, puis on ne peut rien faire contre ça. Puis en plus, il nous dit, écoutez, l'Arabie saoudite, c'est un de nos meilleurs clients. Il achète beaucoup d'armements. Ça fait que nous autres, on n'est trop bien pas pour les punir. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est certainement pas la tuerie, le découpage en morceaux d'un journaliste américain qui va faire qu'on va arrêter de faire des affaires avec l'Arabie saoudite, là. Ce qu'il nous dit, c'est que la business, c'est pas mal plus important que la démocratie. La démocratie, là, c'est quoi? Ça donne rien, ça. Même que, vous savez, il a déjà dit que lui, il serait pour ça la présidence à vie. Ça fait qu'on voit un peu vers où il veut s'en aller. Mais quand on sait que c'est supposé d'être le président de la plus grande démocratie au monde, c'est renversant, c'est épeurant même à la limite, on pourrait dire. Puis, en plus, c'est quoi le message qu'il donne à tous les autres barbares de la planète, là, ceux qui torturent, puis ceux qui tuent du monde, là? Le message qu'il leur donne, là, c'est, écoutez, là, vous faites ce que vous voulez chez vous, vous pouvez tuer, vous pouvez découper en morceaux, vous pouvez torturer. Nous autres, ça ne nous dérange pas, en autant que vous faites de la business avec nous autres. Si vous faites de la business, c'est correct, vous avez le droit de tout faire. C'est que là, on vient de donner l'impunité à tous les barbares de la planète pour faire n'importe quoi. Ça, je me dis, ouais, mais c'est quoi toute cette histoire-là, là? Comment est-ce qu'on en est venu à ça? Et j'ai eu une partie de la réponse en écoutant une émission il y a quelque temps à Radio-Canada dans le cadre là, des émissions Grand Reportage. Cette émission à Grand Reportage, le titre, c'était « La fabrication du consentement ».
On nous explique là-dedans là, que ce n'est pas d'hier qu'il y a des mensonges qui se racontent aux États-Unis. On pourrait dire que les États-Unis se sont bâtis en bonne partie sur le mensonge. On peut même se demander si la démocratie a vraiment existé aux États-Unis. Dans le reportage que j'ai écouté, on dit que la fabrication du consentement, ça a été développé par un publicitaire qui s'appelait Edward Bernays, qui est né à Vienne en 1891, puis qui est mort à Cambridge, aux États-Unis, en 1895, à l'âge de 103 ans. Puis on dit que son oncle, c'était Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, puis on dit qu'il a eu une grande influence sur lui. Lui, il a développé une théorie qui a fait comprendre aux grandes entreprises qu'on pouvait manipuler le monde. Bernays est considéré comme étant le père de la propagande politique et économique. Il va devenir le conseiller de beaucoup de grandes entreprises qui veulent garder le contrôle sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors qu'il y a des leaders politiques aux États-Unis qui essayent de convaincre les citoyens que les citoyens peuvent et doivent devenir les décideurs des grandes orientations du pays et qu'on pourrait avoir un système plus équitable, un système qui ferait en sorte que les riches seraient moins riches puis que les pauvres seraient plus riches, bien ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Les grandes entreprises américaines qui ont le contrôle, on pourrait dire, à la fois économique et politique, ils veulent le garder puis ils ne sont pas d'accord avec ça. Ça fait que là, ils vont faire appel à Bernays pour être capable de contrer ça. Bernays explique aux grandes entreprises que la plupart des citoyens, on pourrait dire que c'est des suiveux. Ce pas des leaders, c'est des suiveux. Ça fait que si on est capable d'avoir des leaders qui leur donnent des bons messages, les citoyens vont embarquer là-dedans. Il dit que le plus important de son histoire, là, de la fabrication du consentement, c'est de faire passer les citoyens d'électeurs qui décident à consommateurs qui consomment. Que si on est capable de faire ça, c'est qu'on va avoir pas mal moins de troubles politiques, puis les entreprises vont garder le contrôle sur la politique, sur l'économie, etc. Et que si les gens sont préoccupés davantage par la consommation que par les décisions, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il va y avoir pas mal moins de critiques, il va y avoir pas mal moins de manifestations. Puis à ce moment-là, les riches vont rester riches, puis les pauvres risquent de rester pauvres aussi. Pour arriver à ça, c'est que là, lui, il dit qu'il faut être capable de vendre ça, mais de mettre du beau là-dedans. Il faut faire rêver les Américains. Et quand on parle de l'American Dream, là, il était composé de 2 volets. Il y avait ce qu'on appelait l'American Way of Life, qui était le style de vie américain. Et qu'est-ce que c'était que le style de vie américain? Bien, c'était un mode de vie fondé sur une consommation de toutes sortes de produits. Il y avait toutes sortes de produits nouveaux qui apparaissaient, que ce soit les électroménagers, que ce soit les appareils de communication, qu'on parle là, de radio, télévision, téléphone, etc. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est que l'American Way of Life, c'est le citoyen qui consomme. Le deuxième volet, l'American Dream, qui lui est un peu plus grand, qui par-dessus tout ça, c'est qu'aux États-Unis, toute personne, je dis bien toute personne vivant aux États-Unis peut, par son travail, son courage, sa détermination, devenir riche. Et à ce moment-là, pouvoir se payer tout ce qu'on peut se payer, et même dans ce temps-là, c'est qu'on fait des expositions dans lesquelles on montre que bientôt, il y aura des robots qui vont nous faire à manger, qui vont faire le ménage, et que dans le fond, on va devenir un peu des rois individuellement, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est que là, c'est beau, tu sais, c'est intéressant pour les Américains. Ils regardent les politiciens qui ne sont pas capables de réaliser des affaires, qui sont empêtrés dans toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a des gens, les grandes entreprises, qui leur proposent un monde de rêve. Bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils embarquent là-dedans, c'est le fun, c'est intéressant. Puis là, devenir riche, qui ne veut pas devenir riche? Puis à ce moment-là, c'est qu'on passe des besoins essentiels aux désirs. Et là, les besoins, ça, c'est plus limité. Mais les désirs, ça, c'est exponentiel. Quand on a un bien de consommation, on en veut un autre, fait que ça n'arrête pas, ça fait qu'on reste dans cette spirale-là. Mais Bernays, il dit aux grandes entreprises, là, écoutez, là, les citoyens, ils ne sont pas innocents à temps complet. Peut-être qu'ils sont innocents, ils sont peut-être des suiveux, mais ils ne sont pas fous. Puis il faut être capable d'avoir quelque chose qui a une certaine crédibilité pour être capable de les embarquer là-dedans. Lui, il dit que c'est possible de changer le comportement des Américains par une propagande qui est bien organisée. Puis là, je vais vous donner quelques exemples de ça qui fait qu'il a réussi son coup, comme on dit, là, qui illustre la fabrication du consentement. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, c'est gros mangeurs de bacon. Bon. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent. Comment ça se fait que les Américains sont des gros mangeurs de bacon?
Bien, ça vient, entre autres, d'une entreprise de bacon qui voulait augmenter ses ventes, qui est allé voir Barney's, puis qui a dit à Barney's, « Hey, nous autres, on veut augmenter les ventes, là. Y aurait-il moyen de faire quelque chose avec ça? » Là, il leur a expliqué que lui, il ne peut pas faire augmenter les ventes juste d'eux autres, là, mais il pourrait faire augmenter les ventes de tous les vendeurs de bacon, puisqu'à ce moment-là, cette compagnie-là en profiterait également. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va rencontrer des médecins, puis là, il essaie de savoir s'il n'y a pas des études là, qui ont été faites là, qui pourraient dire que le bacon, c'est bon. Puis là, il tombe sur une étude qui dit que de manger un gros déjeuner, c'est bon pour la santé, que ça part bien le matin, puis ça décolle bien une journée, comme on dit. Fait qu'il part de cette étude-là, puis là, il fait faire des annonces par des médecins. Il paye les médecins pour dire que si vous voulez être en santé, prenez un gros déjeuner, puis que des œufs puis du bacon, bien, ça s'inscrit là-dedans. Fait que finalement, c'est que là, les gens en finissent, à force d'entendre ça, de voir ça dans les journaux, de voir ça même dans les cinémas, il y avait des annonces publicitaires dans les cinémas, les Américains en viennent à croire que manger du bacon, c'est bon pour la santé, puis ils en mangent encore aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des médecins qui, dans le fond, prescrivaient, entre guillemets, du bacon pour leurs patients, pour qu'ils deviennent en santé. Autre exemple, la cigarette. Alors qu'il y avait des compagnies de cigarettes qui voulaient augmenter leur part de marché, bien, c'est qu'il a réussi, notre ami Barney's, il a réussi à convaincre des médecins de faire de la publicité pour certaines compagnies de cigarettes. Puis, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fait fabriquer des annonces publicitaires dans lesquelles on voit des médecins qui fument, des médecins là, qui ont le sarrau blanc, des fois ils ont le stéthoscope, là, on voit même des infirmières qui fument aussi, puis qui disent un slogan, comme il y avait, entre autres dans les compagnies de cigarettes, là, il y avait Camel, il y avait aussi Lucky Strike, puis on voit des publicités dans lesquelles le médecin dit « La Lucky Strike, c'est ma cigarette favorite », ou de dire que la Lucky Strike, ou une autre sorte, c'est la cigarette des médecins. Là, ce qu'on donne comme message, c'est que fumer, c'est bon pour la santé, puis même qu'on voit des médecins fumer, vous avez vu dans le reportage, on voit des médecins fumer en avant de l'hôpital, puis on voit, c'est marqué « hôpital, telle affaire », puis là, tu vois avec la cigarette, ils sont contents, ils sourient, puis tu le quittes, c'est que le bonheur est au bout de la cigarette. Là, Barney's réussit à faire de l'argent à certaines entreprises plus que d'autres dans ce cas-là, mais là, il dit aux autres compagnies de cigarettes, j'ai un truc pour augmenter la vente des cigarettes pour toutes les compagnies. Et à ce moment-là, c'est que c'est difficile d'augmenter les ventes parce que la plupart des hommes fument. Puis à ce moment-là, bien, il ne peut pas augmenter, ils fument déjà, là. Mais il y a une clientèle qui ne fume pas, les femmes. Ils ne fument pas, pourquoi? Parce que c'est interdit aux femmes de fumer dans des lieux publics, puis c'est mal vu, puis c'est pas correct. Puis là, ça fait que là, lui, il dit, il y a toute une clientèle à aller chercher là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer des féministes qui, eux autres, font la promotion là, du droit de vote pour les femmes, qui veulent que les femmes aient le droit de voter. Puis là, il les convainc que, dans le fond, que si les femmes veulent devenir égales à l'homme, bien, il y a des affaires à faire avant ça, puis que fumer, ça pourrait être la première étape d'une véritable égalité avec les hommes. Fait que là, il convainc les féministes que fumer la cigarette, bien, c'est un moyen de s'émanciper. Puis il réussit à convaincre les féministes d'organiser une immense manifestation à New York, sur la 5e avenue, avec un paquet de femmes qui fument en public. Puis ça, c'est filmé, il y a des photos qui sont prises. Puis là, ce qu'on dit là, comme message, là, c'est que les femmes sont sur le chemin de l'égalité et de l'émancipation. Le premier pas, c'est qu'on fume. Là, il a trouvé un slogan pour les féministes qui fument. Il a dit que les cigarettes, c'était les torches de la liberté. Autrement dit, c'est la petite flamme de la liberté, là. La liberté commence par fumer. C'est-tu assez beau? Je pourrais continuer sur d'autres exemples, entre autres parler des campagnes anticommunistes qui ont fait que bien du monde qui n'aurait pas dû être arrêté, qui se font arrêter, qui se font mettre en prison, puis qu'aussi, mettons, la CIA, avec toutes sortes de monde, réussissent à appuyer des dictateurs qui vont démolir des démocraties dans certains cas. Là, ça fait que là, l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire beaucoup du mensonge et de l'illusion de la démocratie. Le pire dans tout ça, c'est que alors que les États-Unis, les Américains ont toujours cru qu'ils étaient l'endroit où c'était le plus facile de devenir riche, bien, la réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet de pays que c'est plus facile, le Canada, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., que c'est plus facile de devenir riche qu'aux États-Unis.
La réalité, c'est qu'aux États-Unis, parmi les pays riches, c'est un des pays dans lesquels il y a le plus de chances que les pauvres restent pauvres puis que les riches restent riches. Mais ce qu'on leur dit, ce que Donald Trump leur dit, c'est que là, non, non, non. Ici, nous autres, là, si vous m'écoutez, vous allez devenir riches. En conclusion, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas changé aux États-Unis depuis bien longtemps. Puis une de ces réalités-là, c'est le mensonge. Mais à la différence que dans le passé, il était un petit peu plus subtil. Tu sais, on pourrait dire qu'utiliser des médecins, utiliser les féministes pour arriver à tes fins, c'est un petit peu plus subtil que les gros mensonges là, de Donald Trump. Quand les mensonges d'aujourd'hui proviennent d'un grossier personnage du nom de Donald Trump, qui est sans culture, sans scrupules, sans éducation, je vous dirais que c'est un signe des temps qui est assez inquiétant. Puis je vous dirais que ça ne trompe pas. Et qu'est-ce qui ne trompe pas? C'est la chute de l'Empire américain. Lorsque la quasi-totalité des citoyens de la planète pensent que vous êtes dirigé par un crétin, vous n'avez pas un avenir très radieux. Ce qu'il faut souhaiter, ce que j'espère, c'est que Donald Trump, ça va avoir été un recul temporaire dans l'histoire de la démocratie, que d'autres gens qui vont prendre la relève, des gens qui vont être plus démocratiques, qui vont être plus écologiques, qui vont être aussi plus équitables, parce que c'est de ça qu'on a besoin comme avenir. Puis c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Bien, entre autres, peut-être qu'il faut enlever un certain nombre de petites chicanes, là, puis d'essayer de se regrouper sur des enjeux fondamentaux, comme je viens de parler, d'avoir un monde plus équitable, plus écologique, plus démocratique. Si on réussit à s'unir sur ces enjeux-là, je suis persuadé qu'on va réussir à faire quelque chose parce que les sociétés de tout temps ont toujours eu besoin d'un idéal. Et là, présentement, il n'y a plus tellement d'idéal. On en a besoin, c'est possible, puis on doit y contribuer. J'espère bien que ça s'en vient prochainement. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Si tu prends ça, tu peux finir ta soirée ici. Ou là. Ça dépend si tu prends ça. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand t'essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, c'est une agression sexuelle. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. On parle maintenant d'un petit livre qui a été écrit par un philosophe français, Michel Onfray. C'est ce qu'on appelle un opuscule. Un opuscule, c'est un petit livre là, qui n'est pas long à lire. Bien, moi, j'ai bien aimé ça, parce que si c'est pas long à lire, c'est un petit livre, mais c'est quand même une grande réflexion. Je vais vous parler de l'auteur Michel Onfray, qui est assez spécial, comme on dit. Bon, c'est un gars d'abord qui a publié 80 volumes là, sur toutes sortes d'affaires. C'est le genre de gars qui ne passe pas inaperçu. C'est un athée, libertaire, qui aime les bonnes choses de la vie. Puis il a des opinions sur à peu près tout. Là. Puis il est invité régulièrement dans les émissions d'affaires publiques en France parce qu'entre autres, il n'a pas peur de soulever la controverse. Puis comme on dit, il fait augmenter les cotes d'écoute. C'est un gars qui est venu au monde dans un petit village, Chambois, petit village en France, 400 habitants. Il est né le 1er janvier 1959, puis lui est arrivé la même chose que sa mère. Sa mère avait été abandonnée quand elle était jeune par sa mère. Bien, lui aussi va être abandonné par sa mère. Ça fait qu'il va être dans les orphelinats pendant un bon bout de temps. C'est un gars qui, peut-être parce qu'il a eu une enfance plus difficile, bien, il aime la vie, puis comme on dit, il recherche le plaisir, puis probablement trop, parce que, entre autres, à 28 ans, il fait sa première crise de cœur. Ça veut dire qu'il se mène pas mal dur, comme on dit.
Et un peu plus tard, il va refaire une deuxième crise de cœur lors d'une visite en Mauritanie. Là, c'est peut-être plus un problème de médical. Il y avait eu une infection, là, mais c'est un gars qui se mène dur, comme on dit. Je vous disais que c'est un professeur de philosophie, mais à un moment donné, il démissionne comme professeur parce qu'il dit que l'école, c'est trop encadré, que c'est pas assez ouvert, que ça ne forme pas des hommes libres et des hommes et des femmes libres. Sa démission arrive au moment où le Front national, qui est un parti d'extrême droite en France, est rendu proche du pouvoir parce que c'est le deuxième parti de France. Et là, lui, ça l'inquiète beaucoup. Puis là, il dit, hey, là, il faut faire de l'éducation collective parce que là, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Le Front national, c'est dangereux pour les libertés. Ça fait que là, lui, au lieu de donner des cours à 50 ou à 100 étudiants, bien, comme je vous disais tantôt, il a démissionné. Et là, il veut donner des cours à bien du monde, à tout le monde à la limite. Et il fonde ce qu'il appelle l'Université populaire. Il fait ça à Caen, en Normandie. Et l'Université populaire, ça s'adresse à tout le monde. Les gens peuvent suivre les cours gratuitement. Et c'est même diffusé sur les ondes d'une des radios de France qui s'appelle France Culture. Ça va durer plusieurs années. Et par la suite, il va fonder une deuxième université populaire qu'il appelle à ce moment-là l'Université populaire du goût. Le goût, le goûter, là. Et il fonde ça dans un petit village à Argentat. Et cette deuxième université populaire a pour objectif de développer une éducation à la gastronomie. Humphrey, c'est un gars qui, sous certains aspects, me ressemble dans un sens, parce qu'entre autres, il aime beaucoup les petits villages. Puis pour lui, les petits villages, c'est des lieux de liberté, puis ça, c'est fondamental pour lui. Son université va durer plus qu'une quinzaine d'années. Ça va durer jusqu'à cette année où il va fermer l'université parce qu'entre autres, France Culture, qui lui donnait un certain salaire pour pouvoir diffuser ses émissions, bien, va arrêter de diffuser. Puis en plus, il fait une nouvelle crise de cœur. Ça fait qu'il est rendu sa troisième crise de cœur. Je pense que là, il commence à trouver qu'il faut qu'il fasse attention. C'est le genre de gars que certains adorent et que d'autres détestent. Puis c'est un gars peut-être qu'il tourne les coins ronds de temps en temps, comme on dit chez nous. Puis il y en a même qui disent qu'il modifie ses opinions en fonction des modes médiatiques. Je ne suis pas un de ses admirateurs, mais il y a des choses qu'il a écrites que j'aime bien. Puis c'est de ça que je vais vous parler. Dans son petit livre que je vous ai montré tout à l'heure, « Décoloniser les provinces », lui explique que, entre autres, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a commencé, si on regarde, mettons, la gestion là, qui s'est faite, la gestion politique qui s'est faite, ça a commencé par des rois qui se disaient descendants de Dieu, puis qu'à ce moment-là, eux autres avaient le pouvoir suprême, puis que c'était eux autres qui décidaient, puis le peuple n'avait rien à dire là-dessus. Un peu plus tard, là, on arrive avec des gens qui proposent la démocratie, comme dans le cadre là, de la Révolution française, mais cette démocratie-là, ce n'est pas pour le peuple, c'est plus pour une élite qui va décider à la place du peuple. Dans le fond, c'est que là, lui, ce qu'il dit, c'est que depuis le début de la démocratie, aller jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, on est resté dans ce qu'on appelle une vision très centralisatrice du pouvoir. C'est quelques-uns, dans des grandes villes, qui décident pour tout le monde. Dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a présenté l'idée de la démocratie, on l'a vendue, mais sans vraiment l'appliquer. Puis il raconte, entre autres, que lors de la Révolution française, il y a des gens qui se disaient très démocratiques, mais qui n'avaient pas peur d'utiliser la guillotine, qui n'avaient pas peur de couper la tête de bien du monde qui ne pensait pas comme eux autres. Quand tu utilises la guillotine pour faire taire ceux qui ne sont pas de ton avis, on commence à être assez loin de la démocratie. Puis il raconte aussi que dans les pays communistes, c'était la même chose. Quand on a voulu vendre l'idée de la révolution communiste, on a parlé de démocratie populaire, que c'est le peuple qui serait au pouvoir, mais le peuple n'a pas été plus au pouvoir en URSS qu'il l'a été en France durant la Révolution française, c'est que c'est resté très centralisé. Puis ce qu'il nous dit aussi, c'est que de tout temps, il y a eu des débats entre des tenants de la centralisation puis les tenants de la décentralisation. Que ce débat-là qui existe aujourd'hui, bien, il part de loin, puis il a toujours existé, ou à peu près. Il nous explique, entre autres, que dans la Révolution française, il y avait deux grands groupes qui s'opposaient. Il y avait les Girondins, qui, eux autres, proposaient une France dans laquelle le pouvoir serait très décentralisé dans les villes, dans les régions. Et eux autres, ils proposaient aussi le pacifisme, qui était contre la violence. Et il y avait aussi les Jacobins, qui, eux autres, proposaient une vision totalement contraire, qui proposaient une vision très centralisée. Eux autres, ils n'avaient pas peur d'utiliser la violence. Eux autres, ils savaient ce qui était bon pour le peuple, puis c'est eux autres qui décidaient, point à la ligne. Bon.
D'abord, quelques explications sur l'origine des mots. On appelait ceux qui étaient tenants de la décentralisateur les Girondins, du fait qu'ils provenaient en bonne partie, les premiers qui ont parlé de ça, ils provenaient de la Gironde, au sud-ouest de la France, puis c'est autour de Bordeaux, là, qui est un peu la capitale de ce secteur-là. Ça fait qu'eux autres, dans le fond, ils étaient Girondins du fait qu'ils venaient des régions, principalement de la Gironde. Pour ce qui est des Jacobins, eux autres, c'est qu'ils se tenaient dans une église qui avait été fondée en l'honneur de Saint-Jacques, et finalement, c'est compte tenu du fait qu'ils se tenaient là, on les a appelés les Jacobins. La Révolution française se passe, et c'est bien sûr les Jacobins là, qui gagnent, ceux qui sont centralisateurs. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils n'ont pas peur d'utiliser la violence, puis ils éliminent leurs concurrents, ils éliminent ceux qui sont pour la décentralisation. On se ramasse avec un système très centralisé qui va durer dans le temps puis qui existe encore aujourd'hui et qui fait que dans la plupart des pays du monde, on a une vision très centralisée, sauf peut-être des pays comme la Suisse, là, mais la plupart des pays du monde, soit le Canada, le Québec, on est dans une vision très centralisée. Humphrey, lui, qui provient des petits villages, lui, il dit que la vision centralisatrice, c'est le pire des systèmes. Parce qu'il dit que ça ne correspond pas à la réalité du pays. Il y a des gens dans un grand centre qui décident pour l'ensemble du pays, qui pourtant a des réalités très différentes d'une région à l'autre. Ce qu'il nous propose dans son petit livre, c'est de faire ce qu'il appelle une révolution pacifiste, qui prendrait la place de la Révolution française, une révolution pacifiste dans laquelle la décentralisation serait au cœur de la gestion politique et économique. Lui, il dit qu'il faut redonner le pouvoir aux communautés, aux régions, aux collectivités. Il dit que chacune des communautés doit s'autogérer, prendre ses décisions par elle-même, en fonction de ses besoins, en fonction de ses réalités. Puis, il dit qu'il faut que les citoyens aient le dernier mot. Dans le fond, les citoyens, c'est eux autres qui payent, c'est eux autres qui devraient avoir le dernier mot sur les orientations de la société. Il nous dit en conclusion que la politique, ça ne doit plus être une affaire de citoyens qui délèguent, mais bien une affaire de citoyens qui décident. Je suis bien d'accord avec ça. Merci, Michel Humphrey, de nous le rappeler. Et c'est ainsi que se termine notre dernière émission d'Option Région en 2018. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la télévision du Haut-du-Lac qui produit cette émission. Je suis très bien entouré, comme on dit, puis bien content de travailler avec des gens compétents et gentils. Et je vous dis en terminant, je vous souhaite des joyeuses fêtes et une bonne année 2019. Et on se revoit pour une nouvelle série d'émissions 2019. À la prochaine!